Donc, on m'a demandé d'introduire notre échange. Donc, ça me fait très plaisir, puisque ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Mais ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que Michel Perrault a compté beaucoup dans ma carrière, dans mon début de carrière, puisque je me suis orienté, moi, au départ, suite effectivement à ce qui a été présenté tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que je me sois retrouvé dans un contexte, donc en Lorraine, de grande lutte ouvrière, tout à fait décisif pour l'avenir de ce monde qu'on appelait les hommes du fer. Et donc, évidemment, les travaux de Michel Perrault étaient tout à fait essentiels. La jeunesse de la grève, ça a été vraiment tout à fait fondamental dans ma formation. Et je dis souvent aux jeunes, aux plus jeunes, que moi j'ai été formé en tant qu'historien par des historiennes, puisque j'ai fait ma thèse avec Madeleine Rebériou, et donc Michel Perrault et Rolande Trempé étaient les trois figures tout à fait dominantes, je dirais, pour nous sur le plan intellectuel, quand on voulait travailler sur la question ouvrière. Et puis, pour faire le lien avec, évidemment, la soirée d'aujourd'hui, il y a une autre dimension qui a été très importante pour moi, c'est justement le travail qui a été fait sur l'histoire de la prison au XIXe siècle. Et vous voyez que je ne vous mens pas, parce que j'ai ressorti les notes que j'avais prises sur l'impossible prison. Vous voyez, donc voilà, recherche sur le système pénitentiaire qui date, donc publiée au Seuil en 1980, et qui faisait suite à une table ronde, je crois, qui avait été organisée à la Société d'Histoire de 1948, sous l'égide d'Agulon, de Maurice Agulon, donc en 1978. Et j'aimerais bien peut-être pour commencer cette séance, peut-être que vous nous rappeliez un petit peu le contexte de cette initiative et puis de ce que ça a donné après, évidemment, en lien avec Michel Foucault et après le séminaire qui a été fait à l'École des hautes études avec Robert Badinter. Merci, Gérard. Il faut rappeler le contexte du début des années 70, qui sont des années fourmillantes à tout point de vue. Post-68, le mouvement de libération des femmes, on n'en parle pas pour le moment, et les révoltes des prisons. Il y a eu dans les années 71-74 des révoltes très importantes dans les prisons américaines, Atlanta, et françaises, Toul par exemple. Il y a eu à ce propos, à ce moment-là, une jonction exceptionnelle entre les intellectuels et le mouvement des prisons, à cause de Michel Foucault et de ses amis. Tout l'entourage qu'il y avait autour de lui, je pense à Pierre Vidal-Naquet, par exemple, qui a été là aussi, Claude Mauriac, Daniel Defer, qui a joué un rôle considérable. Je ne peux pas énumérer tout le monde. Jacques Rancière aussi, et son épouse. Voilà. Et il y a donc eu tout un mouvement de ce côté-là. Et Foucault manifestait son intérêt personnel pour les prisons. Il y a eu la publication des fameuses brochures qui s'appelaient Intolérables et qui ont été rééditées d'ailleurs chez Gallimard, je crois, et où il y avait des interviews, des textes, par exemple sur un homosexuel en prison qui racontait ses problèmes évidemment très 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 importants en prison. Et bon, voilà. Et Foucault préparait déjà, je crois, mais les révoltes lui ont donné évidemment une impulsion décisive, le grand livre qui s'appelle « Surveiller et punir, naissance de la prison », publié chez Gallimard en 1975 et qui est, pour moi, mais bon, un des livres majeurs de Michel Foucault. Ce livre n'est pas seulement un livre sur la naissance de la prison, comme il le dit, mais plus largement encore sur la discipline. Les problèmes de la discipline, de la disciplinarisation, comme il dit quelque part, de la société du 19e, qui est au fond la société en voie d'industrialisation et de démocratisation. Et c'est un livre absolument fondamental qui conserve aujourd'hui une acuité absolument considérable. Alors, moi, j'étais déjà embarqué dans les recherches sur les prisons, en réalité, depuis les années 70. Et
j'étais fascinée par la recherche de Foucault. J'avais moi-même publié un texte, rien du tout par rapport à tout ça, évidemment. Et je me suis dit, mais il faudrait rendre compte du livre de Foucault dans une revue historique. Il y avait les annales de la Révolution de 1848. Il y a un compte-rendu très critique de Surveiller et punir. Foucault, que je connaissais, que j'avais rencontré, me dit, écoutez, évidemment, je ne suis pas d'accord avec le compte-rendu, mais ça m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais rencontrer les historiens. Ça m'intéresse de les rencontrer. Je lui dis, qu'à cela ne tienne, on va organiser quelque chose. Et avec Maurice Agulot, qui était le patron de la Société de 48, on a donc organisé une rencontre à la Sorbonne en 77 ou 18, je crois, 78 d'ailleurs. Le 20 mai. Comment ? Le 20 mai 78. Oui, 20 mai 78, absolument. Et où on était quoi ? On n'était pas nombreux, on n'était même pas 20. On était, bon, il y avait Foucault et ses amis, si l'on peut dire, et puis il y avait les historiens, et parmi les historiens, il y avait des grands fans de Foucault, je pense à Arlette Farge, à Jacques Revel, à moi-même, etc. Et puis il y avait des gens qui étaient beaucoup plus réservés sur la pensée de Foucault. Et du coup, il y a eu une discussion parfois tendue, parfois tendue. Pourquoi ? Parce que, alors je vous cite simplement un argument, Foucault fait un peu la critique des Lumières. Il montre que les Lumières, la suite des Lumières, c'est quand même un peu compliqué, que la société qui a suivi, etc., etc. Et les défenseurs des Lumières qui disent « mais les Lumières sont au fondement de la démocratie, donc si vous enterrez les Lumières, vous critiquez la démocratie ». Bon, vous voyez, il y avait des problèmes d'interprétation politique tout à fait intéressants et tout à fait importants. Je passe sur le détail. C'est toute une histoire quand même. Ça a été enregistré, ça a été décrypté, il a fallu beaucoup de temps. Je m'occupais de tout ça avec François Ewald, qui était l'assistant de Michel Foucault. Et lui et moi, on disait il faut que ce soit publié, évidemment. Mais c'était compliqué, la publication. Et finalement, ça a été publié, vous l'avez rappelé, en 1980 au Seuil, avec des problèmes. Pourquoi ? Parce que dans le décryptage très long de tout ça, il y avait des quantité de remarques d'historiens, et puis il y avait des réponses que Foucault avait retravaillées plusieurs fois, et qui étaient longues et passionnantes. Alors avec Ewald, on s'est dit, il faut qu'on regroupe tout ça. Et du coup, on va peut-être simplifier les questions des historiens, et puis on va faire un espèce d'historien anonyme, qui serait comme l'interlocuteur de Foucault. On a fait ce travail, et les participants à la table ronde n'étaient pas contents, parce que leur nom apparaissait à la fin, on disait qui avait participé, mais il y a eu vraiment des tensions. Et puis, Maurice Agulon, qui était défenseur des Lumières, a tenu à faire une préface à ce livre en expliquant pourquoi il n'était pas d'accord avec Foucault. Et Foucault a dit « Ah, mais moi, je ne peux pas laisser publier ça comme ça, je veux faire une postface. » Et donc, Foucault a fait une postface. Maurice Agulon n'a plus accepté. Et voilà. Et tout ça pour vous dire que ce n'était pas des rapports simples. Et à la suite de ça, Michel Foucault, qui prend le soin de dire « Je ne suis pas un historien ». Quel historien pourtant, je suis un philosophe qui fait de l'histoire sur des morceaux. Voilà, je ne suis pas un philosophe en général. Et ça l'a beaucoup, je pense, aidé à clarifier ses rapports avec les historiens. Mais en dehors de fans qui sont restés naturellement, il n'y a pas eu vraiment un duo d'amour, vraiment, entre les historiens et Michel Foucault. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur l'impossible prison. Mais ça me semble normal. On a un jeu. Là, j'ai des citations. Jacques Léonard, par exemple, je vous dis juste une phrase. À lire certains, le dialogue serait vain entre ce philosophe et les artisans besogneux du labeur historique. Donc, il y a quand même cette ancienne
voilà, tension qui, entre la philosophie et l'histoire, qui, à mon avis, quand même, ce dialogue a permis de l'atténuer par rapport à cette époque-là. Moi, il se trouve que j'ai beaucoup fonctionné dans je dirais, une formation interdisciplinaire, HESS, ENS, et au début, c'était les rapports, même entre histoire et sociologie, étaient très compliqués. Aujourd'hui, même quand on le dit à nos étudiants, ils ne peuvent pas imaginer ce que ça pouvait être dans les querelles aussi de dignité, quoi. Ça allait très loin dans la conception même du métier. Donc il y avait cette dimension-là aussi qui était présente, me semble-t-il. Enfin, moi, en lisant le bouquin, et en même temps, c'est noble. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Chacun défend aussi ce qu'il sait faire, et le problème n'était pas qu'une discipline s'efface devant l'autre, ou qu'il y ait ce clivage quand même assez fort en France, où il y a ceux qui pensent et ceux qui font, les besogneux d'archives, disons. Et c'est une critique qu'on pouvait faire et qui a été faite à Foucault et dans l'évolution, parce qu'un travail, il n'est jamais définitif non plus. Donc beaucoup d'historiens sont allés justement, avec les idées que Foucault avait transmis, ils sont allés aux archives et ont pu tester, invalider, etc. Et pour moi, ça a été justement une de ces dimensions-là. En fait, ce que j'ai découvert dans ce livre, c'était un petit peu, comment je dirais, en marge. C'est dans un moment du débat avec Léonard, Foucault aborde la question de la démographie historique. Donc, c'était une discipline très, très prestigieuse à l'époque, mais qui était fondée sur un travail statistique, des statistiques, et les historiens se gargarisaient, je pense à Pierre Chaunu, etc., du fait que la France était un des pays du monde où l'état civil était le plus ancien. Donc on se disait, on peut faire des séries longues sur mortalité, natalité, etc., etc. Et Foucault posait le problème, mais qu'est-ce que c'est qu'un acte d'état civil ? Comme assujettissement, forme d'assujettissement d'un État qui, voilà, pénètre dans les identités personnelles, les fixe avec un nom, un prénom, etc. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Mais en historien, c'est-à-dire, il y a toujours après un processus de traduction, de transposition. Donc, comme moi, je travaillais sur l'immigration, vous comprenez, cette question-là, elle est fondamentale. C'est la question des papiers d'identité. Et donc, j'ai d'ailleurs après élargi en faisant un article sur la naissance de l'état civil, la généalogie de l'état civil, et je le devais justement à un aspect du livre qui est tout à fait secondaire, je dirais, mais je pense que c'est souvent comme ça qu'on travaille. On s'approprie. Alors, même si les rapports ne sont pas au beau fixe entre les disciplines, malgré tout, il y a un travail qui se fait. Et je pense que dans la discipline, chez les historiens, il y a eu quand même, vous voyez, ces choses peut-être modestes, mais efficaces au niveau de nos outils qui viennent de là, qui viennent de ce travail. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant qu'on puisse commencer par là, parce que ça pose après, vous le disiez, la notion de la discipline. Qu'est-ce que c'est qu'une discipline et la notion de l'enfermement, voilà. Et il est vrai que par rapport à la vision, j'allais dire, agulonienne, qui était quand même hégémonique dans notre discipline, et qui, quelque part, à mon sens, l'est restée, c'est un petit peu des historiens qui se sentent obligés d'être les porte-parole de la République. Plus que des Lumières, c'est de la République, en gros. Et donc, oui, là, maintenant, il y a quand même aussi toute une série d'outils et de choses qui nous... En travaillant sur les questions d'immigration, si vous travaillez sur la question coloniale, vous ne pouvez pas être porteur du discours naïf sur les valeurs de la République. Il y a bien... Et là, on avait besoin d'outils aussi venant de chercheurs, de penseurs comme Foucault pour comprendre les mécanismes de l'étatisation, et ça a été très important. Et en même temps, il y a une chose qui m'a plus tracassé, comment dirais-je, ou c'était moins évident, c'est justement la question de la discipline et les rapports entre la discipline et l'autonomie, si on veut. Et je me souviens, puisque vous avez été dans mon jury d'habilitation de thèse aussi, donc sur l'histoire ouvrière, qu'on avait eu une petite discussion. On en parlait au téléphone l'autre jour, vous en souvenez certainement plus, mais moi, ça m'a quand même marqué. C'était parce que moi, j'avais travaillé donc sur un monde ouvrier qui n'était pas le monde thomsonien. C'est-à-dire, c'était un monde ouvrier qui avait été complètement fabriqué par le grand patronat de la sidérurgie,
et donc avec une discipline extrêmement puissante, un enfermement, oui, là, avec les cités ouvrières, le paternalisme par le fait. Et dans ce que j'avais pu observer, eh bien, les marges de manœuvre de cette classe ouvrière étaient faibles avant la naissance du Parti communiste, etc. Enfin, il y a un basculement, mais dans la première, c'est-à-dire ce qui correspond fin 19e jusqu'à carrément les années 30, il y avait une marge de manœuvre. Donc j'avais beaucoup insisté sur le contrôle total. Et je me souviens qu'on avait une discussion, puisqu'il y avait à ce moment-là, c'était assez en vogue, le concept d'agency, hein, de dire il y a toujours une marge de manœuvre. Et donc je m'étais demandé comment concilier un petit peu cette logique de l'enfermement, de la discipline, et puis cette notion qui venait de Thomson, c'est-à-dire la capacité qu'ont les classes dominées, malgré tout, de s'approprier des outils pour les transformer, etc. Je ne sais pas si ça vous évoque des choses dans la... Oui. Peut-être pas notre discussion, oui. mais les problèmes que vous posez absolument. Et pour notre public, il faut rappeler que E.P. Thompson, comme on disait, et Edward Peter, a été un des grands maîtres de l'histoire ouvrière britannique, mais partout. Hein. Il y avait deux grands Anglais, puis ils étaient grands, hein. Ils étaient immenses, tous les deux. Tous les deux, quand on les voyait arriver, c'est formidable. Il y avait Hobsbawm. Alors Hobsbawm, lui, venait de l'Europe centrale. Il avait une extraordinaire culture juive, d'Europe centrale, enfin... Vraiment, et il était polyglotte. Dans les réunions, c'est toujours lui qui il parlait aussi bien français qu'anglais, il était absolument extraordinaire. Mais lui, c'était plutôt l'histoire internationale. Enfin, voilà. C'était ça qui l'intéressait. Et E.P. Thompson, lui, c'était la formation de la classe ouvrière anglaise. Et toute sa réflexion portait beaucoup sur qu'est-ce que c'est que la conscience de classe. Voilà, et... il pensait que c'était absolument pas une structure, que c'était quelque chose de fulgurant, transitoire, mais pas du tout permanent. Et donc, il était très, très attentif, justement. Les organisations, c'était secondaire pour lui. Enfin, c'était important, le syndicalisme britannique, quand même, très important. Mais ce qui se passait quotidiennement, voilà. D'où cette importance de l'agency, je ne suis même pas sûr qu'il employait le mot à ce moment-là. Les petites choses, les dispositifs concrets. Sa femme, d'ailleurs, qui était Dorothée, qui était formidable, elle avait fait, dans une réunion qu'on avait, elle avait fait quelque chose sur les in, vous savez, les in anglais. Hein. Et elle, ce qui l'intéressait, moi ça m'intéressait drôlement, c'était les femmes. Hein. Et elle montrait comment... au fur et à mesure que se construisait le mouvement ouvrier anglais, notamment le chartisme, dont les inns et les pubs étaient des lieux majeurs, eh bien, les femmes qui d'abord étaient là au milieu étaient progressivement repoussées dans les angles. Il y avait une espèce de virilisation du mouvement ouvrier qui excluait les femmes. Vous vous doutez bien que c'était un problème qui m'intéressait énormément, que ce problème du rapport du genre, au fond. Et tout ça, ça remonte loin. Hein. C'est avant même les années 80, ou c'est à peu près les années 80. Donc, voilà, dans notre conversation. Mais moi, je voulais vous poser une question. Vous êtes le grand maître, ça va vous énerver si on dit ça, mais le grand initiateur, en tout cas, du travail sur les migrations, etc. Est-ce que c'est Longwy qui vous a poussé à faire ça? Et est-ce que vous avez évolué dans votre histoire des migrations? Oui, alors, effectivement, ce que j'ai découvert quand je suis arrivé dans cette région-là était tout à fait fondamental, même si j'avais déjà un intérêt pour cette question-là à partir d'expériences personnelles de ma propre enfance. Mais disons que ça n'avait jamais passé le cap de chacun avoir à son histoire, au point de me dire qu'il y avait un objet d'étude historique. Et c'est lorsque je suis arrivé donc, dans cette partie de la Lorraine, moi je venais plutôt ça a été dit un peu tout à l'heure, mais des Vosges, c'est-à-dire de la Lorraine plutôt rurale, pas du tout politisée. Et en arrivant, mon premier poste, donc après la coopération au Congo, ça a été Longwy, donc j'étais dans un collège de la banlieue.
c'était absolument fascinant. Hein. Je veux dire, avant moi, il y avait eu le père Bonnet, le sociologue qui était dominicain en même temps, qui avait écrit sur la région et qui avait eu la même expérience. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que j'ai eu accès aux archives. Parce qu'il faut bien voir qu'à l'université de Nancy, personne ne travaillait là-dessus. Mes collègues, enfin mes professeurs historiens, Pierre Barral, etc., ils travaillaient sur Jules Ferry, les paysans, voyez, ou les grandes figures de la Lorraine rurale ou intellectuelle, mais pas du tout sur ce monde ouvrier qui était un ghetto du travail. Et l'arrondissement de Briey, c'était donc l'arrondissement qui a compté le taux d'immigration le plus fort de toute la France entre le début du XXe siècle et les années 70. Donc on avait une sorte de laboratoire extraordinaire. Et quand j'y suis arrivé, moi, c'était au moment des grandes grèves de la sidérurgie, d'une violence vraiment très... À côté, les Gilets jaunes, c'était des enfants de cœur. Hein. C'était extrêmement violent. Il y avait attaque de commissariat, mais une unanimité de la population. Parce que ce que j'ai constaté sur place, moi-même je participais à ces luttes, c'est qu'au-delà de la question de l'emploi, c'était le sens que ces gens-là avaient donné à leur vie qui était remis en cause, brutalement. C'est-à-dire toutes ces vagues migratoires, eh bien finalement, progressivement, c'était intégré dans une société qui était à la fois ouvrière, qui était à la fois populaire, où les femmes avaient aussi leur place, avec des problèmes aussi de genre, puisque le paternalisme, c'était aussi la fabrication d'une identité de femme de sidérurgiste, on disait, hein, alors que ces femmes venaient du monde rural, issues de l'immigration ou de la région, et qu'avant, elles avaient une activité de paysannes, etc. Elles avaient été confinées dans les écoles ménagères aussi, enfin, il y avait tout ce dispositif-là. Et tout ça, donc, explosé, et les gens voilà, il y a eu une sorte de traumatisme collectif. Et ce que je constatais, c'est que tous les gens qui parlaient de cette lutte, il y avait même Alain Touraine qui était venu, enfin beaucoup de sociologues, de journalistes, etc., mais ils ne comprenaient pas, parce qu'ils restaient au ras du présent, de l'actualité. Ils ne voyaient pas toute cette histoire-là. Et donc, pour moi, ça m'a donné, je dirais, je me suis dit, tiens, je peux concilier à partir de là les deux aspirations que j'avais en moi, c'est-à-dire l'engagement civique d'un côté, et puis la recherche scientifique de l'autre. Donc, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette thèse. Et puis, donc, ma thèse s'appelle, en fait, Ouvrier et mineur, hein. Et c'est seulement entre la thèse et la publication de la thèse, j'ai soutenu la thèse en 82, et le bouquin dans la collection d'Étienne Balibar est paru en 84, et c'est là, en 2 ans, que j'ai mis l'immigration au premier rang par le fait, parce que je me suis rendu compte que c'était le fil conducteur. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens que certains de jeunes que je connaissais, etc., me disaient qu'on ne pouvait pas faire carrière dans notre discipline en travaillant sur ce sujet-là. C'était complètement... Vous aviez déjà un petit peu abordé la question dans des articles, puisque vous aviez rencontré un petit peu, au sein de ces ouvriers 19e, les clivages qui pouvaient exister. Yves Lequin aussi avait fait quelques articles, mais il n'y avait pas de thèse centrée là-dessus. On passait du monde ouvrier, c'est comme ça. Nancy Green aussi a fait comme ça. On passait de l'un à l'autre. Donc c'était évidemment extrêmement passionnant aussi d'innover un peu, parce qu'on est tenu quand même à ça dans notre discipline. Et ce que j'avais pu observer effectivement en Lorraine, avec beaucoup d'histoires de vie, on a créé une association, on a recueilli la mémoire des anciens, etc. Évidemment, m'a servi après pour élargir, et donc dans mon livre qui s'appelle Le Creuset français, c'était les hypothèses que j'avais expérimentées d'abord dans cette région-là, que j'ai pu tester sur un plan plus large. Ouais. Voilà. Et donc, pour en revenir, faire un petit peu la transition avec évidemment l'objet de cette rencontre, je voulais vous questionner, puis c'est aussi un moment, ça a été rappelé tout à l'heure, de votre actualité, j'allais dire éditoriale, la question de la spécificité dans l'histoire, donc de la place des femmes dans les prisons, c'est-à-dire dans cette forme d'enfermement extrême qui est la prison. Est-ce que vous avez des choses, enfin, d'une spécificité à nous présenter Les femmes sont très minoritaires en prison. Oui, la prison pose de manière absolument éclatante et d'ailleurs pas facile du tout la question du genre. Hein. Actuellement en France, il y a moins de 4% de femmes en prison. Les femmes représentent, je veux dire, moins de 4% de la population carcérale. Voilà, et ça a toujours été comme ça. Je veux dire que ça s'est accentué
hein. On n'a pas de statistiques très fiables pour les débuts du 19e, mais enfin, en gros, il y avait près d'un tiers quand même de la population carcérale qui était féminine. Il y en avait donc davantage. Ça tient d'ailleurs souvent à la définition des délits. Parce que la définition d'un délit, c'est artificiel. À un moment quand et comment décrète-t-on que tel acte est un délit? Les crimes, c'est autre chose. Tuer quelqu'un, bon, ça, c'est encore autre chose. Mais un délit, c'est variable. Par exemple, au 19e, il y avait le délit de fagot. Les femmes qui ramassaient des fagots dans les forêts, soit privées, soit domaniales, si le garde champêtre les attrapait, c'était un délit. Et elles allaient en prison. Elles ne restaient pas très longtemps. Mais quand même, ça représentait quelque chose. Deuxièmement, il y avait encore beaucoup au 19e, même s'il y en avait moins qu'au 18e pour des quantités de raisons, les émeutes de subsistance, surtout jusque vers les années 1850-1860. Après, le développement des chemins de fer a régularisé le ravitaillement et il y a eu moins de problèmes de hausse brutale de prix sur des marchés, etc. Et les femmes étaient en tête des émeutes de subsistance. Si les meutes de subsistance s'amenuisent dans le paysage social, les femmes aussi, dans la délinquance. Et par conséquent, il y a des raisons propres à la définition de la délinquance qui expliquent leur moindre place. Et puis alors, il y a des problèmes beaucoup plus larges qui sont le rapport du public et du privé. Le 19e, vous le savez aussi bien et mieux que moi, est fondé sur cette distinction fondamentale. Le public, les hommes. Au cœur du public, la politique, évidemment les hommes. Le privé, les femmes. Attention, sous le contrôle des hommes. Attention. La famille, le code civil, tout ça, c'est les hommes. Mais quand même, on leur confie même la maison, la famille, les enfants, etc. Donc, la justice, la police surtout, intervient dans le trouble public. Et qu'est-ce qu'elle trouve dans le trouble public? Elle trouve des hommes. Les femmes n'apparaissent pas beaucoup. D'ailleurs, ce n'est pas seulement vrai autrefois, mais vous avez certainement vu comme moi le film Les Misérables, qui est un film, à mon avis, assez extra. Enfin, ça serait passionnant d'en discuter. Terrifiant, mais formidable. Et vous remarquerez que ce film, Les Misérables, qui porte sur les banlieues d'aujourd'hui et ses rapports avec la police, est un film de mecs. Il n'y a que des hommes. Les policiers sont des hommes, les gens des banlieues, les jeunes gens des banlieues, loupards ou pas loupards, peu importe, sont des hommes. Et on voit quelquefois des femmes qui entr'ouvrent une porte, qui regardent d'un air apeuré par la porte et qui se dépêchent de la refermer. Donc il y a cette grande division qui fait que la police, au fond, passe son temps à poursuivre les hommes qui troublent l'ordre public. Ça ne veut pas du tout dire que les femmes ne sont pas susceptibles de violence. Elles le peuvent, elles le pourraient, absolument. Mais d'abord, leur violence prend peut-être d'autres formes. Et puis, il y a en effet cette distinction très importante. Il y aurait énormément de choses à dire sur ce sujet. Mais les femmes qui sont en prison, il y en a qui font de longues peines. Quelquefois, c'est pour des crimes. Et elles sont beaucoup plus abandonnées que les hommes. Ce moins de 4% qu'on trouve dans des prisons comme Rennes, qui est restée une grande prison de femmes, ou dans des quartiers, il y a des prisons qui ont des quartiers de femmes, mais il n'y en a pas tant que ça, puisqu'il n'y a pas énormément de femmes. Personne ne vient les voir, ou très peu de gens viennent les voir. Là, il y a une très grande différence avec les prisons d'hommes. Dans les prisons d'hommes, la famille intervient. C'est même un devoir des femmes d'aller visiter le fils, le mari, le ceci, le cela qui est en prison. Ça fait partie de la solidarité. Les femmes, non. Donc il y a une différence quantitative éclatante, complexe, et ensuite il y a une différence de sort, de conditions. Oui, justement, vous disiez le problème de l'enregistrement des délits. Alors, moi, j'ai travaillé là-dessus parce qu'effectivement, il y a des délits propres
aux immigrés, aux immigrants, aux travailleurs étrangers, puisque le déficit de papier, par exemple, le fait de ne pas être en règle, est un délit. Donc je dis ça parce que quand on présente des statistiques, et ça, je veux dire, depuis la fin du 19e siècle, l'extrême droite, les nationalistes, etc., brandissent toujours cette statistique de la surreprésentation des étrangers parmi les délits, parmi les gens qui sont emprisonnés, etc. Mais c'est parce que, justement, c'est la conséquence d'une discrimination qui porte sur cette catégorie de personnes. Et justement, il y a un aspect aussi de l'emprisonnement, de l'enfermement qui est important quand on travaille sur l'immigration, c'est les centres de rétention pour étrangers. Moi, j'ai travaillé historiquement sur cette question-là, c'est-à-dire les formes d'enfermement spécifiques portant sur les étrangers. Alors, ça remonte, je dirais, on a déjà sous la monarchie de Juillet, on a, lorsque les Polonais, après la chute de Varsovie, etc., arrivent en France, on les met dans des camps militaires, etc. Et donc, il y a une sorte de généalogie de l'histoire des camps, mais ça va surtout se transformer, et là encore, on pourrait discuter longuement sur le rôle de la République, à partir de la Première Guerre mondiale, puisque dans la logique républicaine, eh bien, c'est le principe d'identité. La citoyenneté s'est fondée sur l'identité gouvernant-gouverné. Donc, à partir du moment où vous êtes un citoyen, vous êtes considéré comme une parcelle de l'État national d'où vous venez. Et on voit la différence quand il y a eu la guerre de 1870, Napoléon III, bien que c'était un dictateur, etc., n'avait pas voulu enfermer les immigrés allemands qui étaient à Paris. Il y en avait déjà beaucoup, un très grand nombre, parce qu'ils disaient je ne fais pas la guerre au peuple. Enfin, il y avait une sorte de justification qui relevait même du principe des nationalités. Avec la Troisième République, on change complètement de registre. C'est-à-dire, dès 1914, on va enfermer tous les étrangers qui viennent des pays en guerre contre la France. On a même mis les Alsaciens-Lorrains. Donc, c'est les premiers camps de rétention. On les appelait à l'époque camps de concentration. C'est le terme. Je travaillais sur il y a les archives, on peut les trouver. Il y a un certain nombre de camps comme ça. Et donc, des gens qui vont être privés de liberté comme ça, par 4 ou 5 ans, ou des femmes qui n'étaient pas étrangères, mais qui étaient mariées aussi, parce qu'à l'époque, le droit de la nationalité obligeait les femmes à prendre la nationalité du mari, etc. Et on a cette logique qui va perdurer. On la retrouve, alors là, au moment où la Troisième République je dirais, s'effondre à partir de 1938 avec Daladier ou les décrets-lois de Daladier, où on va ouvrir les premiers camps, à Rio-Cross, etc., où vont être enfermés des gens qu'on appelle des indésirables à l'époque, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas acceptés par la France, auxquels on ne donne pas papier, mais qui sont inexpulsables, parce qu'ils viennent de pays dont ils ont été chassés, etc. C'est le problème des réfugiés, typique. Et évidemment, sous Vichy, n'en parlons pas, parce que non seulement tous les réfugiés espagnols, allemands fuyant le nazisme, etc., qui sont placés dans des camps, vont être souvent livrés aux autorités nazies et exterminés dans les camps de concentration. Mais cette logique-là va ressurgir après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est justement la genèse de ces camps de rétention administrative, où aujourd'hui, j'ai pris les chiffres là pour préparer un petit peu, il y a près de 50 000 étrangers, donc, qui sont internés dans ces camps. 8% de femmes, on retrouve là ce nombre plus faible de femmes, et également des enfants. Là, il y avait, ça c'est le rapport de 2009, 318 enfants, dont la plupart moins de 10 ans, ce qui est tout à fait contraire au principe de base des droits de l'homme. Et donc, ce sont des gens qui n'ont commis aucun délit, mais qui sont enfermés parce qu'on ne peut pas les expulser. Donc c'est un scandale qui est dénoncé par les militants des droits de l'homme, mais qui perdure et qui s'aggrave, puisqu'il y a une augmentation constante de leur nombre. Et c'est une chose qui est un principe donc, qui est même été sans loi, enfin qui a été le fait du prince, on pourrait dire, à partir de 1964, et qui a été légalisé et un peu, on pourrait dire, humanisé en 1981, quand Mitterrand a été élu président de la République, et qui explique le côté dramatique des questions d'immigration aujourd'hui, puisque ça s'ajoute à toutes les questions qu'on connaît de fermeture des frontières, de quasi-impossibilité pour les personnes qui fuient les persécutions, etc., de se faire reconnaître
comme réfugiés. Donc là, voilà, ça, c'est une question que je tenais à l'aborder, Oui. puisque j'ai la possibilité aussi d'en parler, qui est assez peu connue, mais qui est dramatique. Est-ce que vous ne pensez pas, Gérard, quand même, qu'il faut distinguer l'histoire des migrations elles-mêmes et tout ce que vous avez évoqué, qui est l'histoire politique des migrations. Oui. À partir des années 1850-1860, vous le savez bien, encore bien mieux que moi, avec l'industrialisation, il y a une main-d'œuvre étrangère qui, à l'époque, il faut le rappeler, ce sont les Italiens et les Belges. Il y a très peu d'Espagnols, il n'y a pas du tout de Maghrébins, ça viendra entre les deux guerres, et les industriels appellent cette main-d'œuvre. Voilà. Oui, oui. Et les cités dont vous avez parlé, toutes ces choses-là, les incorporent. Et les lois sont relativement intégratrices. Par exemple, la loi de 1889 a été une loi extraordinairement libérale, on aimerait bien qu'elle existe aujourd'hui, où les gens pouvaient se faire nationaliser. La nationalité française s'acquérait facilement. On avait besoin de cette main-d'œuvre et évidemment, on l'accueillait. Et à ce moment-là, il faut rappeler, et vous et moi, nous l'avons étudié, que la population ouvrière française n'était pas toujours d'accord. Loin de là. Ces Italiens et ces Belges, les Belges encore ça allait, mais les Italiens étaient mal accueillis. Il y a eu véritablement une xénophobie française, des ouvriers français contre ces ouvriers italiens, que l'on trouve au milieu du 19e. Vous l'avez étudié et à la fin du 19e. C'est vous qui avez fait un livre sur les massacres d'Aigues-Mortes. Et si on va un petit peu plus loin, moi, quand j'ai publié le petit livre sur Lucie Beau, qui est une ouvrière du textile, elle travaillait comme ouvrière du textile dans la région de l'Isère, dans des soieries. Il y avait pas mal d'Italiennes que les curés allaient chercher dans le Piémont, mais les ouvrières françaises ne les aimaient pas du tout. Autrement dit, c'est aussi une épreuve pour la conscience ouvrière. Oui, oui, ah ben ça c'est sûr. Là, il y a une, disons, il y a une évolution qui se fait. C'est-à-dire, on constate que Lévi-Strauss avait montré d'ailleurs que même chez les Nambiquara, on trouvait déjà cette structure fondamentale, eux et nous. Et nous, on est mieux que eux. Ça, c'est voilà. Et donc ça, on retrouve ça à toutes les époques. Le problème, c'est la définition du eux et nous, qui varie avec le temps. Et on constate, même s'il y a déjà des heurts violents qui peuvent exister avant la Troisième République, c'est encore des définitions assez locales par le fait. On disait piémontais, comme on disait auvergnat, comme on disait, c'était beaucoup sur les chantiers de chemin de fer, en construction, etc. Et sur le plan politique, il faut bien voir que le système qui va s'imposer avec la Troisième République, qui revient encore à la notion de citoyenneté, n'était pas en place. C'est-à-dire Napoléon III avait réactivé la législation de Napoléon Ier avec les passeports à l'intérieur. C'est-à-dire que même avec les traités de libre-échange de 1860, vous pouviez aller de Belgique en France sans papier, sans carte d'identité, passeport, etc. Alors que si vous vouliez aller de Reims à Paris, il fallait en demander un à la préfecture. Il y avait donc là une logique qui ne correspondait pas à la logique républicaine, qui est la citoyenneté, c'est la liberté de circulation sur un espace national. Donc il y a eu des bouleversements. Moi, je trouve que la fin 19e, elle est extraordinaire de ce point de vue-là, et contradictoire quelque part. Comme vous le disiez, la loi de 1889, c'est la première grande loi sur la nationalité française. C'est une loi généreuse, entre guillemets, parce qu'effectivement, la France, les spécialistes constatent que la natalité est en chute libre. Les classes populaires ne font plus d'enfants. C'est le malthusianisme parce que les petits paysans propriétaires, les petits artisans veulent transmettre leurs biens et se disent si on a 4, 5 enfants, ils vont tous devenir des prolétaires, etc. Donc il y a une rétention des naissances. Et bien, voilà, pour compenser, on va effectivement faire appel à l'immigration et faciliter l'accession à la nationalité française. Mais c'est quand même une loi... moi, j'ai quelques divergences avec mon ami et collègue Patrick Weil, qui a beaucoup aussi travaillé sur cette loi. Il y a une disposition dans cette loi qui est quand même problématique, c'est celle qui concerne les naturalisés. On facilite les naturalisations d'un côté, mais on crée une discrimination.
C'est-à-dire les nouveaux naturalisés sont exclus des fonctions de citoyens, des droits de citoyens pendant 10 ans. On inscrit un clivage qui va se radicaliser de plus en plus après, au cours des lois suivantes, et qui est quand même problématique. C'est-à-dire qu'il y a quand même des citoyens de seconde zone, c'est les nouveaux naturalisés, toujours pour le même argument, c'est de dire on les suspecte. On les suspecte de rester loyaux à l'égard de leur ancienne patrie. C'est toujours ce truc quand même qui est très très fort en France, qui on pourrait trouver des équivalents aujourd'hui avec toutes les polémiques sur le voile, etc., qui perdurent et qui sont, je pense, une des contradictions majeures de la République, avec ce que vous disiez, qu'on retrouve aussi, c'est cette suspicion focalisé davantage sur les hommes. Il y a des études de sociologie là-dessus, même sur le regard négatif porte aujourd'hui, par exemple, beaucoup plus sur les garçons, les hommes issus des immigrations, disons, postcoloniales, que sur les femmes. Il y a cette vision de la menace qui pèse sur notre nation. Elle est quand même fondamentalement ancrée dans une vision masculine de la menace. Et ça explique aussi par contre-coup peut-être des formes de violence, comme on voit dans ce film, des formes de gestion de la violence et de la solidarité en même temps. C'est ça qui est contradictoire, qu'on voit dans ce film donc sur les Misérables. Là, voilà. Donc il y a cette situation qui, ce qui m'a frappé en travaillant là-dessus, c'est de voir quand même aussi le côté répétitif de ces questions. C'est-à-dire, depuis, c'est une sorte de symptôme de notre société, cette incapacité quand même à gérer autrement que comme un problème la question de l'immigration depuis la fin du 19e siècle. Répétitif et changeant. Oui. Parce que intégrer les Belges, les Italiens, ça s'est fait. Ça s'est fait. Là, je vous dire une petite chose à propos des Belges. Il y a un livre qui est sorti il y a récemment. Il y a eu des violences contre les Belges extrêmement fortes, puisqu'ils ont viré Manu Militari, toute une cité à la fin du 19e, quand il y avait eu. Donc il y a le eux et nous, il peut fonctionner. Aujourd'hui, on dit nos amis belges, les sœurs latines pour les Italiens, etc. Mais selon les contextes, ça peut être. Voilà. Et je dis aussi souvent que. Parce que, je me suis un peu opposé à ce discours, parce que le risque, vous voyez, c'est qu'on oppose les immigrations du passé qui se sont bien intégrés parce qu'ils étaient catholiques, etc. Et puis ceux d'aujourd'hui Il y a quand même une statistique qu'il ne faut pas oublier, c'est que la majorité des immigrants qui ont foulé le sol de France un jour ne sont pas restés. La majorité, statistiquement. Donc ça, c'est bien un exemple de non-intégration, le fait de ne pas rester. Donc on raisonne toujours sur ceux qui sont restés, qui sont évidemment ceux qui ont trouvé Donc mais ça n'empêche pas, effectivement, les spécificités d'aujourd'hui. Évidemment. Il ne faut quand même peut-être pas nier les difficultés propres à chaque époque. Oui. Malgré tout, les Italiens, les Belges ont été très mal accueillis, on l'a dit. Et tout ce que vous avez écrit là-dessus, et ça pose vraiment le problème, en effet, le peuple n'est pas forcément vertueux. Ah non, c'est trop facile. Bien sûr, c'est évident. Mais le problème de l'intégration, dans l'Europe, ça finit par se faire. Il y a quand même une intégration européenne qui fonctionne maintenant à peu près, quand même. Bon. Et la frontière est donc repoussée. Et elle a été déjà entre les deux guerres, quand les Maghrébins sont arrivés dans les usines automobiles. Le problème a encore changé de contexte, et avec la guerre d'Algérie, etc. Donc, les déplacements de frontières, les facteurs politiques, qui sont très, très importants, font que, certes, ça se répète, mais ça se répète de manière différente, dans des contextes différents, avec, par exemple, le facteur religieux, aussi. Et si on n'analyse pas les situations telles qu'elles sont actuellement, est-ce que vous ne pensez pas qu'on risque de manquer un petit peu l'action elle-même ? Là, ça demande justement de prendre une distance par rapport à l'actualité pour
qu'on nous laisse le droit de faire des recherches, voilà, qui ne soient pas pour répondre aux questions d'actualité. Ça, c'est une des difficultés qu'on rencontre, et que moi j'ai toujours rencontré, peut-être tout particulièrement dans mon dernier livre, où j'ai analysé, j'ai comparé donc la rhétorique. Là, je me réfère à Foucault, hein, quand Foucault, dans l'archéologie du savoir, hein, montre comment il y a des règles de grammaire qui peuvent s'appliquer dans des champs discursifs très différents. C'est ça que j'ai mis en œuvre dans ce livre, pour comparer justement le discours de Drummond, fin 19e, et le discours de Zemmour aujourd'hui. Bien sûr, les contextes ont changé, je ne mets pas sur le même plan l'antisémitisme, l'islamophobie, etc., mais on constate qu'il y a des règles de construction de la croyance qui restent les mêmes. Le « eux » et « nous », c'est le « nous » français, victime, par rapport au « eux », envahisseur, et la question de la religion, qui est posée aujourd'hui par rapport à l'islam, elle était posée par rapport à la religion juive. L'antisémitisme, tous les discours, beaucoup de choses qu'on retrouve aujourd'hui en disant que l'islam, les musulmans haïssent les chrétiens, etc. Mais on le trouvait déjà dans les écrits de Drummond et des antisémites. Donc il y a des, voilà, il faut prendre une distance par rapport à l'actualité pour ne pas rester souvent à des choses qui frappent l'opinion. Le terrorisme, etc., mais pour voir comment sont structurées les sociétés. Et c'est à partir de là qu'on peut, je pense, avoir un constat qui, voilà, sinon objectif, du moins relativement distancié par rapport aux polémiques sur ces questions-là. Alors moi, les choses, je ne pense pas que les différences soient liées aux caractéristiques des religions, ni aux caractéristiques des populations. Je pense que ce qui est fondamental, c'est les transformations de nos sociétés. C'est vrai, on pourrait dire, par exemple, le facteur de la mondialisation. L'Europe, là, vous êtes un peu optimiste. Si vous regardez les causes du Brexit au Royaume-Uni, c'est les Polonais, beaucoup. Hein. C'est ce fait qu'il y ait une concurrence sur le marché du travail qui puisse être alimentée par des gens qui sont des Européens. C'est pas forcément aujourd'hui admis que tous les Européens sont sur un plan d'égalité, et on pourrait prendre la question aussi des Roms qui viennent de Roumanie, qui sont aussi européens, etc. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais je pense que le facteur déterminant qui explique le changement fondamental par rapport aux années 30 ou à la fin du 19e, la Grande Dépression, qui était aussi une crise très, très grave, c'est la durée de cette crise. Parce qu'auparavant, la Grande Dépression, voilà, c'est classiquement on dit 1873, 1896, vous savez, ça dure une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, puis après, ça repart, l'économie repart. Les années 30, et après, il y a la Deuxième Guerre mondiale, etc. Tandis que là, si on prend la crise économique, elle a démarré au milieu des années 70. Le retournement, la crise du pétrole, milieu des années 70. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas, près de 50 ans ou 40 ans après, on est toujours dans une situation de chômage massif, de paupérisation des quartiers populaires, etc. Donc, du coup, ça pérennise des situations. Ça pérennise des situations que l'on rencontrait déjà dans les années 30, par exemple. Dans les années 30, on a pas mal de livres ou d'articles, de journaux, d'études qui montrent qu'il y avait eu un repli de la communauté juive, issue de l'immigration, j'entends, parce que voilà, il y avait la population juive française, évidemment, intégrée depuis des siècles, enfin, qui était là, mais il y a aussi une forte immigration de juifs fuyant l'antisémitisme en Pologne, en Russie, etc. Et ceux-là ne se sentent pas du tout bien accueillis. Nancy Green l'avait montré déjà pour la période d'avant 14. Et dans les années 30, il y a ce repli aussi sur la religion qu'on constate. C'est logique, c'est une question sociologique, ça. C'est-à-dire quand les gens n'ont pas les possibilités de se faire une place dans la société où ils sont arrivés, eh bien, ils se replient sur leur propre culture, leurs propres valeurs, etc. Alors après, ça peut être exploité par des entrepreneurs d'identité, comme on dit, des gens, des extrémistes religieux, tout ce qu'on voudra, c'est bien évident. Mais les raisons fondamentales, elles sont liées à cette crise qui perdure. On voit dans des familles des gens qui sont chômage, les parents étaient déjà au chômage, etc. Enfin, une installation dans la misère et donc, du coup, dans les dérives qui peuvent être l'ordre de la délinquance, du crime ou de la drogue, beaucoup maintenant aussi, voilà, qui pérennisent les choses. Mais c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller que... Parce que ça, c'est un enjeu politique majeur. Qui est responsable de la situation? Est-ce que ce sont les migrants eux-mêmes ou est-ce que c'est notre société? C'est un clivage majeur, je crois, aujourd'hui, dans tous les débats là-dessus. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ceci dit, je ne pense pas que l'économique, auquel, malgré tout, vous ramenez
l'explication, les crises qui se répètent soient la seule explication possible des divisions, des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Si on prend le cas des prisons, qui est intéressant, hein, les prisons ont un peu changé de nature quand même. Elles n'ont pas la même population. Et c'est probablement, et ça les gens qui travaillent dans les prisons aujourd'hui en parleraient mieux que nous, hein, que moi également bien sûr. Je pense que le facteur religieux, qui tient aux populations immigrées, pauvres, etc., lié aussi à des facteurs qui deviennent politiques, les problèmes de radicalisation, etc., joue probablement un rôle dans la manière dont, je ne dis pas dont les prisons sont traitées, elles le sont très mal, toujours. Hein. C'est de pire en pire. Il y a actuellement 70 000 personnes en prison aujourd'hui pour 60 000 places, c'est vous dire hein, ce que ça représente. Mais la distance intérieure-extérieure qui a toujours existé hein, est peut-être encore amplifiée aujourd'hui. Je pense, et là, l'économie ne suffit pas à expliquer ça. Il y a la géopolitique, il y a les religions. Je pense que vouloir uniquement considérer l'économie, c'est un prisme. Pour reprendre un peu notre discussion, si Foucault nous est apparu, à vous, à moi, à tant d'autres, comme une lumière, comme quelqu'un qui nous aidait à penser la société, c'est aussi que le marxisme n'était pas sa pensée fondamentale. La manière dont il pensait le pouvoir, dont il pensait l'État, dont il pensait l'identité, c'était infiniment plus complexe. Et d'ailleurs, je voulais vous demander ce que vous en pensez, vous, puisque vous avez écrit là-dessus. Oui, disons que moi, j'ai toujours dit, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Penser avec, penser contre », dans lequel je montre que moi, j'ai lu beaucoup, j'ai été fasciné par toute cette génération de grands penseurs, mais disons, voilà, c'est mon côté rebelle qui a été souligné dans l'introduction. Je me suis assagi avec le temps quand même, mais voilà, malgré tout, j'ai gardé ma liberté d'analyse, donc je n'ai jamais été dans aucune école, mais j'ai utilisé des outils comme ça. Donc pour certaines recherches, Foucault m'a été utile, mais pas forcément pour tout. Hein. Moi, j'ai été plus marqué, je dirais franchement, par Pierre Bourdieu, donc par la sociologie. J'ai une double formation d'histoire et de sociologie. Et évidemment, le problème par rapport à Marx, c'est pas par rapport au marxisme. Si vous voulez, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon histoire populaire de la France, c'est-à-dire qu'on peut très bien souligner l'importance décisive de l'économie, qui irait nier le contraire, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul facteur. C'est justement dans mon livre, c'est mon histoire populaire de la France, le 2e chapitre, c'est sur les guerres de religion, dites de religion, et je l'ai intitulé « Dire sa souffrance au nom de Dieu ». Hein, ça explique bien, ça veut dire que les individus, évidemment, ils ont toujours besoin d'un langage. Un langage, c'est pas économique, c'est culturel, c'est symbolique, etc. Donc, mais comment ils vont nommer hein, la souffrance qu'ils éprouvent? Quelles ressources ils vont avoir pour la nommer? C'est ça qui est fondamental. D'où notre responsabilité à nous, qui fabriquons des références. Enfin, ceux que j'appelle les professionnels de la parole publique, dont nous faisons partie, qui avons la possibilité de nous exprimer en public, etc. Il y a une bataille constante pour qualifier une situation, pour dire c'est la faute des patrons ou c'est la faute de tel ou tel. Donc voilà, il y a des enjeux et évidemment la religion joue un rôle et on voit très bien comment on peut aller dans ce sens-là vers des formes de racisme, d'antisémitisme, d'islamophobie, etc. en fabriquant comme ça des discours. Donc c'est ça que je veux dire, moi, quand je mets en avant la longue durée de la crise, c'est pas pour limiter uniquement mon explication à cela, mais pour dire que ça crée quand même un fondement où, du coup, toute une série de gens n'ont plus les opportunités qu'ont connues les enfants d'immigrants pendant les 30 Glorieuses, parce que c'est à ce moment-là que les enfants d'Italiens, de Polonais, d'Arméniens, de Russes, etc., parce qu'il y a eu... Donc, quand vous avez des opportunités dans votre vie pour avoir une vie belle, enrichissante, vous pouvez vous investir dans quelque chose,
eh bien, je crois que votre vie est changée. Mais c'est quand vous êtes confiné dans des formes de ghetto, de souffrance, de stigmatisation, que là, eh bien, ça peut aller dans la mobilisation de discours de haine à l'égard des autres, etc. Voilà un petit peu le schéma que je retiens. Et voilà, sur ce plan-là, moi j'ai essayé, disons, de combiner l'apport de Marx avec celui de la sociologie, notamment de Max Weber sur l'État, de Norbert Elias, qui a beaucoup compté et qui est un point aussi commun avec les historiens, et puis de Pierre Bourdieu sur tout ce qu'il appelle la domination symbolique. Je crois que là, on a des outils, mais comme je le dis, c'est des outils qui fonctionnent pour certains types de recherche et pas pour d'autres. Donc, c'est comme ça que je conçois plutôt le rapport d'un historien avec je dirais les pensées théoriques. C'est plutôt comme boîte à outils, en fonction des problèmes qu'on étudie, que comme cadre global de référence. Voilà. Je voulais peut-être, je ne sais pas combien de temps il nous reste, 5 minutes, peut-être venir sur des questions d'actualité, puisque à l'heure où je vous parle, nous avons un collègue du CNRS qui vient d'être mis en garde à vue pour avoir participé donc à une manifestation, parce que oui, notre univers, le monde étudiant, le monde universitaire, aujourd'hui est engagé dans des formes d'action pour sauver finalement aussi l'autonomie de la science, de la recherche. Et donc, on a quand même aussi aujourd'hui une évolution qui me paraît assez inquiétante par rapport à l'autoritarisme de l'État et du pouvoir. Et moi, je l'ai observé à partir du mouvement des Gilets jaunes, puisque moi, j'ai été pas mal impliqué, puisque mon Histoire populaire de la France est sortie juste avant le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, j'ai fait pas mal d'entretiens, notamment avec Nicolas Truong du Monde. Ça a donné lieu à un petit livre où la question s'était posée, oui, quelles sont les formes nouvelles, finalement, de démocratie dans lesquelles nous sommes entrés. Et il y a quand même, à la fois, je dirais, c'est toujours dialectique, là, c'est toujours qu'on a une relation, évidemment, on a de nouvelles formes de lutte qui ont échappé au classique du mouvement ouvrier, où on avait, depuis le début du XXe siècle, des manifestations, on allait déclarer à la préfecture, ou bien encadré par le service d'ordre. Voilà. Avec le mouvement des Gilets jaunes, tout ça a été un peu remis en question, et ça a donné lieu à des formes de violence, surtout matérielles d'ailleurs, qui, du coup, ont pris un peu de court les forces de police, mais en retour, il y a eu quand même une aggravation des formes de répression et des formes d'interdit de manifestation. Là, j'ai quelques chiffres. C'est le bilan d'1 an. C'est le bilan qui a été dressé 1 an après le début du mouvement des Gilets jaunes. Vous avez quand même 1 mort, 24 éborgnés, 5 mains arrachées, 315 blessés à la tête, une multiplication des arrestations préventives, qui remettent en cause le droit de manifester même, et plus de 400 gilets jaunes condamnés à la prison ferme dans des délais variant de 1 mois à 3 ans de prison. Vous avez eu des gens qui venaient de villages ou de villes loin de Paris, qui se retrouvent pour la première fois à manifester. Moi, je l'ai vu de mes yeux, à Paris, et qui brutalement sont confrontés au gaz lacrymogène, etc., du coup, qui s'énervent, et qu'il y a souvent une violence latente aussi dans les classes populaires, qui, dans ces occasions-là, peut s'exprimer, soit par des jets de pierre, etc. C'est des gens, pères de famille, etc., des classes populaires qui se retrouvent comme ça en prison. C'est un traumatisme terrible. Donc, je pense que aujourd'hui, tout particulièrement, on ne peut pas passer tout ça sous silence, et il faut être vigilant, parce que c'est des choses qui ont été dénoncées par Amnesty International, etc. Donc il y a aussi cette forme-là de résurgence d'une certaine forme de violence d'État qui est préoccupante. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord ou ce que vous en pensez. Tout à fait. Ouais. Je crois que nous avons là un peu dépassé l'heure qui nous était donnée, puisqu'on nous avait demandé d'arrêter vers 7 heures. Je crois que je vous remercie, Gérard. Merci, Michel, pour cet échange. Merci au public. Merci à vous.